faire 1 km 1 euro. J'habite à tel endroit. Voilà, j'ai tracé un cercle sur une carte. J'ai dit où est-ce que je peux aller en faisant 3 000 km. Et en fait, ça m'a fait faire la traversée de l'Europe. Je me suis retrouvé à Istanbul. Bonjour, je suis Alexandre et bienvenue dans le podcast Les Joies du Sport. Le podcast qui vous permet de suivre une aventure avant même qu'elle ne commence. Aujourd'hui, je reçois sur le podcast Thomas Daftin qui vient me présenter son projet d'ultra-aventure à vélo. En quelques chiffres, son parcours représente 3000 km et 20 000 mètres de dénivelé positif qu'il réalisera en autonomie. Mais avant d'entrer dans le détail de ce projet, allons tout de suite à la rencontre de Thomas. Salut Thomas, comment tu vas ? Salut Alex, comment ça va? Tu vas bien? Bah écoute, ça va très bien. Ravi de te recevoir sur le podcast pour ce projet off d'une envergure colossale. Eh ben, merci à toi surtout. On va pouvoir détailler tout ça dans l'épisode. Mais avant, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire quel a été le premier sport qui t'a passionné ? Ouais, carrément. Alors, moi, c'est Thomas Daftin, j'ai 37 ans. Pour certains, je suis ultra cycliste. Pour d'autres, je suis aventurier. Donc, ça dépend de comment tu me vois. Euh, Mon premier sport, eh ben, écoute, c'est une très bonne question. Je vais pas te mentir, c'était le cyclisme, dans le sens où toute ma famille fait du vélo. Donc, c'était un peu un parcours qui était destiné, entre guillemets, même s'il est arrivé très, très tard. Une voie un petit peu déjà pré-tracée. Ta famille faisait du vélo, c'était typiquement vélo de route ou il y avait des disciplines, une discipline particulière ? Non, 100% vélo de route, vite fait du VTT l'hiver, mais un peu comme tous les gens qui font de la route du coup. Mais ouais, non, sur 100% vélo de route, à fond quoi. Mais pas d'aventure. Et tu me dis que tu as redécouvert ça ou découvert ça plus tardivement. Entre-temps, c'est quoi? Tu avais pratiqué d'autres sports? Ouais, je me suis essayé à quasiment tous les sports qui existent. Comme tous les gamins, je pense que j'ai fait du foot. Après, j'ai fait un peu de sport de combat. J'ai fait beaucoup de boxe anglaise, de la boxe thaïlandaise. Et au final, c'était pas vraiment l'orientation que je voulais en tout cas. Tu vois, j'aimais bien cet esprit d'engagement, de compétition un peu, mais c'était surtout tout cet apprentissage et cette philosophie, tu vois, qui était importante. Mais le sport de combat en lui-même, c'était pas non plus mon kiff. Et le vélo est revenu assez tard parce que j'ai fait aussi pas mal de rando, du trek. Et c'est suite à tout ça que je me suis remis au vélo. Ok. Et qu'est-ce qui t'a poussé? Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier pour que tu te remettes à cette discipline? Alors ouais, carrément, il y a eu un gros déclic. Ça a été un déclic physique. En fait, j'ai eu un petit souci de santé il y a, alors maintenant ça doit faire 5 ans de ça, où j'ai eu un problème de santé, plusieurs petits problèmes qui se sont accumulés, qui ont fait un gros problème au final, et où j'ai eu voilà une petite période creuse, une période de latence au niveau de la forme, on va dire, où je pouvais quasiment plus marcher. Pour te dire, j'avais un problème au niveau de la Ok. colonne vertébrale. Et voilà, j'ai eu beaucoup de retours négatifs des médecins qui voulaient pas m'opérer parce que c'était trop risqué, j'étais trop jeune, mais qui me demandaient de patienter chez moi, à ne rien faire, sauf que c'est hyper complexe. Et le problème, pour moi en tout cas, s'accentuait, ça allait de moins en moins bien. Et en fait, ça m'a tellement pris la tête ce truc qu'un jour, je suis parti marcher avec cette fameuse canne, tu vois, pour tout te dire. Je suis parti marcher dans la forêt parce que j'habitais dans une forêt à cette époque-là. Et en fait, j'ai commencé à marcher tous les jours. Et plus je marchais, moins j'avais de problèmes de dos, tu vois. Et un jour, et c'était très rapide, hein, je me suis dit, en fait, je vais partir, je vais marcher 100 km. Je suis parti sur un coup de tête, j'ai marché pendant 100 km. Et là, c'était le déclic. Je me suis dit, OK, les trucs de longue distance, ça m'intéresse. Ça faisait des mois que je regardais des trucs sur l'ultra cyclé, enfin, sur toutes les courses d'ultra, tu vois, les Biking Man et compagnie, vu que, voilà, j'ai quand même grandi un peu dans le milieu du cyclisme. Et là, je me suis dit, feu, on part en vélo, quoi. Et attends, comment t'as fait pour partir comme ça, faire 100 bornes? Tu t'étais mis un itinéraire ou t'avais fait une boucle Ouais, ou plusieurs ouais, petites boucles à l'infini?
Non, pas du tout. En fait, c'est pas compliqué. Il y a un truc, alors comment ça s'appelait? Ça s'appelait, enfin moi je me rappelle plus du nom exact, en tout cas de ce parcours, mais c'est un parcours qui partait quasiment de devant chez moi et qui arrivait devant chez mes parents, tu vois? C'est vraiment le hasard Ok. qui est complètement fou et ça faisait 100 kilomètres et je me suis dit: «Bah écoute», j'ai appelé mes parents, j'ai dit: «J'arrive à pied», quoi, tout simplement. C'est parti comme ça. Ok. Et t'avais vécu comment alors cette aventure-là, cette première, on va dire, aventure longue distance? Eh ben écoute, c'était assez ouf parce que tu te retrouves vraiment face à toi-même, tu vois? Et en plus, vu que j'avais ces problèmes de dos, je marchais pas hyper vite, tu vois? J'ai mis 3 jours et demi, un truc comme ça, à faire le parcours. Heu mais par contre, pendant 3 jours et demi, tu te parles, tu vois? Tu te parles à Mmh. toi-même et en fait, c'est ça que j'ai vraiment kiffé dans cette, philosophie, en tout cas, de l'aventure et de l'aventure en solo comme ça, quoi. Et je voudrais juste revenir un petit peu sur la période du coup un peu moins cool quoi. Ouais, Quand les ouais. médecins en tout cas t'ont parlé du fait de plus pouvoir en tout cas faire du sport tout ça, comment tu as vécu ça? Sachant, tu sais, quand on est jeune, on aime bien plus, bon tu faisais quand même du sport avec sport de combat tout ça donc on voit que tu étais actif, à ce niveau-là. Comment tu as vécu cette période? Comment tu as pu, vraiment réussir à prendre la décision, tu vois, malgré des avis contraires? Qu'est-ce qui t'a poussé, dans ce sens-là? C'est alors je l'ai mal vécu, c'est clair, parce que c'était hyper complexe de se dire, «OK, j'ai 30 ans, je marche avec une canne», tu vois? Déjà, c'était assez compliqué, psychologiquement à vivre, tu vois? Mais je me suis pas trop arrêté là-dessus et après c'est vrai que je suis assez de nature têtue à ce jeu-là. Je suis vraiment, la douleur, en fait, depuis toujours, c'est un truc, que j'appréhende assez bien psychologiquement, tu vois? On n'est pas des surhommes, mais il y a beaucoup de douleurs ou de fatigue, par exemple, qu'on peut, contrer juste avec son mindset et quand on m'a dit que, voilà, que ça allait être compliqué pendant plusieurs années, je me suis dit: «C'est hors de question, en fait, faut que je sorte de chez moi, je bouillonne», tu vois? Et c'est de là où ça s'est fait, tout seul, franchement. Ah bah, écoute, en tout cas, c'est une bonne chose, une bonne décision que tu as prise, vu que ça Ouais, t'a emmené en tout cas grave. jusque là où tu es aujourd'hui et puis même au niveau santé, c'est vrai que le fait que, bah, ça t'a permis d'aller mieux, c'est quand même déjà assez Ouais, ouf en ouais, soi. franchement et tu vois, on parle plus du tout d'opération, on parle de plus rien, là. Tant que je fais du sport, tout va bien, quoi. Peut-être pour ça que maintenant je roule aussi longtemps, tu vois? Bah, oui, tu veux plus arrêter, c'est fini, quoi. Ouais, c'est mort. Et au final, après ces 100 kilomètres, Ouais. tu passé sur c'était quoi l'aventure suivante que tu as entreprise? Juste après, je suis parti faire le GR400. GR400, c'est, le tour des volcans d'Auvergne, si je te dis pas de bêtises. OK. Ouais, c'est ça et donc ça, c'était, je me rappelle plus de la distance, c'est 140, 150, mais avec énormément de dénivelé. C'est assez costaud comme GR, puis c'est un des plus beaux GR de France à faire, qui est pas trop connu, mais qui est hyper cool à faire. Donc j'ai enchaîné direct là-dessus et donc ça a été une expérience sur plusieurs jours aussi. Vraiment tout le temps en autonomie, je fais tout le temps tout par moi-même. Même pour les ravitaillements, tu vois, là, je pars une semaine, à pied, je pars avec une semaine de bouffe, quoi. Je fais vraiment full autonomie. C'est ça que j'aime bien, tu vois, dans la pratique. C'est pas de battre un record de temps, mais par contre, c'est de me battre contre moi-même, tu vois, de me gérer moi-même, en fait. OK. Et donc ça a été ma deuxième petite aventure, en tout cas. Et bon, c'est quand même une petite aventure déjà d'une semaine, puis, la première déjà 3 jours et demi et surtout, sans enfin prépa, sans vraiment Ah avoir ouais, non, là, j'avais je pense que zéro c'était un prépa. peu ouais, c'était vraiment J'avais des l'aventure même chaussures là. trop petites, j'avais un sac à dos trop lourd, je suis parti, c'était intense. Il pleuvait, il a plu 4 jours. Je dormais dehors, il pleuvait, c'était n'importe quoi. Ah bon, après toi, c'était reparti après ça, c'est que, ouais, ça t'a vraiment Ouais, donné goût à l'aventure parce que c'est vrai que c'est des conditions en général, au bout d'1 jour finalement tu fais: «Ouais, c'est bon, je prends le train, je fais du stop et puis je rentre à la maison, quoi». ouais, c'est ça. Non, non, moi je suis assez têtu. Quand je décide de faire un truc, je le fais jusqu'au bout. C'est l'abandon, c'est un truc. Pourtant, c'est pas quelque chose de négatif. Quand on abandonne dans quelque chose, ça veut dire que peut-être qu'on n'était pas prêt ou qu'il y a des conditions qui ont fait que. Mais j'arrive pas. Tu vois, c'est vraiment être bête et têtu. C'est complètement ça, quoi. Ouais, tu repousses, au plus loin en tout cas la limite avant de devoir abandonner. Ce qui du coup, Ouais, ouais, complètement. comme tu dis ça, c'est qu'actuellement tu as encore jamais abandonné un de tes
un de tes projets? Non, pour l'instant, aucun. Franchement, Ok. aucun. Et des fois, en plus, je me mets des projets très bêtes, tu vois. La dernière fois, je suis parti en vélo. Je me suis dit, tiens, je vais aller voir mon frère. Il habite à 400 kilomètres. Je suis parti en vélo. J'ai fait ça d'une traite. J'avais jamais fait ça, tu vois. Je me suis dit, bon, on va voir. Je crois que le plus que j'avais fait, ça devait être 180, un truc comme ça. Je suis parti sur 400, et puis bah, je l'ai fait, quoi. Tu vois, c'était. Ah, bien Non. joué. Et Après, ne jamais dire jamais, mais en tout cas, pour le moment, non, zéro abandon. Et j'espère que cette année, il n'y en aura pas non plus. oui, j'espère que ça va continuer également comme ça sur ce projet. Et pour faire la bascule, du coup, à quel moment t'es passé vraiment sur le vélo puis sur l'ultracyclisme? Parce que là, tu parles du coup, tu as traversé enfin, le voyage de 400 kilomètres. Tu avais fait Ouais. des choses avant ça? Ouais, alors carrément. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à me redire qu'il fallait que, enfin, quand je me suis remis au vélo, en tout cas, j'ai commencé à rouler un petit peu, je m'entraînais à droite à gauche, mais je faisais rien de fou. Et en fait, alors que je te dise pas de bêtises, je crois que c'était en novembre 2023 où j'ai eu le déclic un jour. En fait, je me suis levé et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour ma filleule qui s'appelle Marie, qui est handicapée. Tu vois, elle a une maladie incurable, rare. Et en fait, elle a besoin de thérapie, elle a besoin d'être stimulée pour plein de choses. Et depuis qu'elle est toute petite, je voulais faire un truc pour elle. Je savais pas quoi. Et je me suis levé, mais franchement, ça a été sur un énorme coup de tête. J'ai discuté un peu avec mes parents, etc., d'une thérapie qui lui fait du bien. Ils m'ont dit, écoute, une semaine de thérapie, c'est 3 000 euros. Les frais, en tout cas, hors frais annexes, hein, la thérapie coûte 3 000 euros. Et je me suis levé, j'ai dit, bah ok, je vais faire 1 kilomètre, 1 euro. J'habite à tel endroit. Voilà, j'ai tracé un cercle sur une carte. J'ai dit, où est-ce que je peux aller en faisant 3 000 kilomètres. Et en fait, ça m'a fait faire la traversée de l'Europe. Je me suis retrouvé à Istanbul, comme ça. Et pareil, zéro préparation, parce que je te parle de ça. J'ai eu cette idée en novembre 2023. Le temps que, voilà, que je mette tout sur papier, que j'y vois clair. En janvier, je me suis dit, ok, feu, je le fais. Le départ, il était début mars et j'avais même pas de vélo. J'avais plus de vélo à cette époque-là. J'avais rien. J'avais zéro préparation. J'étais pas entraîné. Je suis parti. Je crois que j'ai dû faire, pour pas dire de bêtises, 4 ou 5 sorties avant le départ. OK. Et attends, Ouais. mais comment t'as fait au niveau, logistique? Parce que bon, là, j'imagine que, bon, le but, c'était de partir et puis après de découvrir, sur le chemin un peu, puis d'améliorer, ce qui était possible. Mais, au niveau logistique, t'es parti avec quoi comme vélo? Est-ce que t'avais déjà, enfin, la question, c'est plutôt, est-ce qu'il y a des trucs que tu t'es rendu compte que t'as pris en trop ou des trucs qui te manquaient, Ah ouais, sur ouais, ouais. cette aventure? Alors là, ben, alors ouais, du coup, pas de vélo. J'ai eu la chance, ben, du coup, de rentrer en contact avec Canyon par rapport à ce projet-là. C'est de là, en fait, où tout a commencé l'histoire avec Canyon. Et donc, qui m'ont sponsor sur le projet. Donc, j'ai eu un super vélo alors que j'en avais pas, tu vois. Et j'ai été sponsor aussi par une autre entreprise, par un shop de Vendôme, de la ville de Vendôme, le shop Giant, qui m'a sponsorisé au niveau de la bagagerie, tu vois. OK. Mais par contre, en fait, je suis parti avec 45 kilos de bagages. Genre, c'était bien trop, tu vois. Des bagages que je savais pas régler. J'ai pas fait d'études posturales. J'avais pas réglé mes bagages. Donc, en fait, grosse catastrophe. J'ai eu une énorme blessure au bout du 3e jour. C'était terrible. Je me suis bousillé un genou à cause d'une mauvaise posture, à cause des bagages. Et ça, plus jamais je referai cette erreur. Jamais. Ce que tu dis, tu t'es blessé quoi à cause de la bagage? C'est la bagage, par exemple, qui était sur le top tube qui te gênait? Non, en fait, j'avais mis 2 sacoches à l'arrière du vélo avec comment ça s'appelle? Avec un porte-bagages, tu vois, Ouais. classique, fixé à ma tige de selle OK. et qui se repose sur les deux haubans à l'arrière. Et en fait, ces deux grosses sacoches, elles étaient trop près de moi, ce qui fait qu'en fait, inconsciemment, tu sais, je pédalais, mais avec la pointe du pied vachement en avant. Ah Je oui. pédalais, tu sais, avec le pied complètement de travers, quoi. Et j'ai roulé 350 ou 400 kilomètres comme ça. Et en fait, au bout de la donc 3 ou 4e journée, je suis descendu du vélo, je pouvais plus marcher. Mon genou, il avait doublé de volume. Il était hyper gros. Je pouvais plus plier ma jambe, plus rien. Et à cause juste du fait que les sacoches étaient trop proches, tu vois. C'était vraiment, ouais, c'était insensé. Un calvaire après ça, en Je plus. m'attendais à tout sauf à un truc comme ça, tu vois. Et ouais, en plus, au début de l'aventure, j'avais 3000, un peu plus de 3 000 kilomètres à faire. Au bout de 300, je pouvais plus marcher. C'était mal barré au début. C'est vrai que je pense que peut-être tu t'attendais plus à avoir peut-être des problèmes mécaniques,
Ou alors vraiment des Ouais, douleurs musculaires peut-être, mais pas, ouais, voilà. Je savais que ça allait faire mal. Tu vois, j'étais parti sur une base de 100 kilomètres par jour, tous les jours, sans pause. Donc je me suis dit, ça va être très compliqué, sachant que j'ai dû faire une fois 100 kilomètres avant de partir, et ça faisait 10 ans que j'avais pas fait de vélo. Mais alors, le coup des bagages, je m'y attendais pas du tout. C'est ouais. le seul truc qui a été défaillant, d'accord. Le vélo était parfait du début à la fin, mais alors moi, c'était scandale au début. Et juste pour, finir l'anecdote, comment tu as fait pour, solutionner en fait ce problème? Parce que le bagagerie, je pense après tu as réussi à en régler, mais même au niveau de la douleur du genou, tu as fait comment? Tu as dû Alors prendre là, des ça a jours de été, pause? non, ça a été assez intense. Bah, un peu comme tout dans ce que je te disais en intro, c'est que je suis assez têtu à ce jeu-là. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai eu des kinés, j'ai eu des ostéos par téléphone. Donc, c'est eux d'ailleurs qui m'ont dit, là, il y a un problème avec tes bagages. Donc, je suis parti dans un shop, on a tout réglé. Mais à côté de ça, en fait, bah, il y avait rien à faire à part arrêter l'aventure. En gros, c'était ce que les médecins, en tout cas, parce que ça a fini aux urgences quand même, hein, à Mâcon, un truc comme ça. Et ils m'ont demandé d'arrêter l'aventure, moi c'était hors de question. Et en fait, j'ai réglé le problème en faisant des cataplasmes d'argile verte toutes les nuits. Pendant une semaine, j'ai fait ça toute la nuit. Et la journée, c'était assez intense parce que ben, je prenais des antidouleurs pour partir au début. Et je faisais la première heure de vélo debout. En fait, j'étais en danseuse la première heure, le temps que mes jambes se chauffent. Et c'était assez intense parce que, tu vois, j'ai traversé la Suisse sous la neige, mais j'avais des suées de douleur. Ça coulait sur mon front, j'avais de la fièvre et tout, tellement ça faisait mal. Mais non, j'ai pas abandonné. Et au bout d'une semaine, écoute, la douleur, elle est passée. Et j'ai pu terminer l'aventure. Ouais, sacrée histoire quand même. Et après, c'est le reste du Ouais. voyage s'est passé, finalement, à côté de ça, c'était plutôt, Après, c'était cool, hein. Franchement, c'était j'ai cool. fait ouais, 1200 kilomètres avec le vent de face. C'était peut-être le truc le plus pénible. Parce qu'en plus, je suis parti à une période un peu complexe. C'était au mois de mars, tu vois, Mmh. température pas dingue. Et je sais pas si tu te rappelles, mais c'était partout en Europe, en tout cas, il y avait énormément de vent en mars 2024, c'était intense. Oui. Moi, c'était 60 km/h de moyenne pendant 12 jours d'affilée, tu vois, de face. C'était... Ouais. Mais sinon, franchement, je suis arrivé au bout, c'était trop cool, et tu vois, je suis prêt à repartir, donc c'est que c'était bien, hein. Bon, ça va, c'est que tu vraiment ouais, tu une détermination, qui est, ouais, à l'épreuve de pas mal de difficultés, hein, ça. Ça se forge, en tout cas. Ouais, bah, c'est vrai que quand tu ressors de là, après, ça, tu peux repartir sur autre Ouais. chose. J'écoute des mecs très ambitieux dans la vie, tu vois, j'écoute pas mal d'interviews de gars comme David Goggins ou des Laurie Lag, des Ouais. Mike Horn. Donc tu vois, quand tu écoutes ces mecs, des fois tu te dis, ouais, mais attends, ça va, j'ai mal au genou, mais c'est pas grave. Je suis pas en train de perdre ma jambe, j'ai juste mal au genou, c'est cool. Tu vois. Ouais, finalement, je peux encore avancer, donc go. Ouais, tant qu'on peut, on y va. C'est l'esprit, quoi. Et Ouais. aujourd'hui, là, qu'est-ce qui te pousse encore à repousser, tes limites? Alors, écoute, de base, c'est vraiment un truc hyper personnel, hein, tu vois. Enfin, au fur et à mesure de cette avancée, en tout cas de la traversée de l'Europe, là, j'ai vraiment découvert l'ultra, vraiment ce que c'était, l'ultracyclisme. Et en fait, comment t'expliquer ça? C'est comme une passion, c'est-à-dire que si t'es mordu d'un truc, c'est fini. Et moi, j'ai été mordu, j'ai été piqué par ce truc. Et, et en fait, dès que j'ai passé la ligne d'arrivée à Istanbul, je me suis dit, qu'est-ce que je fais maintenant? En fait, il faut que je parte. C'est fini. Et tu vois, l'idée de traverser un continent, je me suis dit, mais en fait, je vais traverser tous les continents. Je vais traverser énormément de choses. Tu vois, le fait de faire ça en autonomie, ça m'a piqué. Et c'est de là que tout s'est déclenché vraiment de façon intense, quoi. Et il y a une question aussi que je pose à tous mes invités, c'est, parce que j'ai beaucoup d'invités qui pratiquent des sports d'endurance, qui demandent beaucoup d'heures, de pratique sportive. Et je veux savoir, toi, comment tu intègres ta pratique sportive au sein de ta vie personnelle et de ta vie, professionnelle? Ouais, et ben écoute, c'est hyper simple. J'ai fait une grosse pause dans ma vie professionnelle. Ça fait un an que j'ai arrêté de taffer. Parce que de base, je suis tatoueur. Je bosse en salon de tatouage. Donc, bon, déjà, c'était un métier qui me permettait, en tout cas, si je voulais, d'avoir du temps libre. Mais j'ai vraiment fait une pause complète de ça. Et du coup, bah, maintenant, j'ai du temps à 100% pour faire du vélo et pour faire de l'entraînement. Je peux m'entraîner tous les jours, en fait.
Donc ça, c'est vraiment un truc qui est cool. Et à côté de ça aussi, j'ai beaucoup moins de contraintes, on va dire, de vie, etc. Puisque mais j'ai vendu ma maison et je vis dans un van maintenant. Tu vois, je vis en van un peu partout en France. Donc j'ai pas plus de contraintes que ça en vrai. C'est quoi le choix? Qu'est-ce qui t'a poussé à partir, à vendre cet appartement et puis du coup à avoir un van? Bah écoute, alors c'est un truc, comment te dire ça? En fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, c'est suite à une séparation en fait. C'est suite OK. à une séparation. Après, on peut en parler, il n'y a pas de problème, hein, parce que c'est cool. C'est suite à une séparation en fait. Moi, je suis jeune papa. Enfin, je suis jeune papa. Je suis pas tout jeune, mais en tout cas, mon bébé est jeune. Il a 2 ans demain, figure-toi. OK. Donc c'est ça. Et en gros, suite à cette séparation, en fait, mon ex-compagne a quitté la région. Elle est partie vivre hyper loin avec mon fils, à presque 1000 kilomètres de notre ancienne maison. Donc au final, je me suis dit, feu quoi. En fait, de base, j'avais fait le van pour aller voir mon fils parce que bah, sur place, j'avais pas de logement, tu vois. J'étais vraiment en mode, un peu en mode vagabond, donc il fallait un moyen d'aller voir mon fils facilement et quand je voulais. Et de là, en fait, la vie en van, elle s'est mise en place toute seule. Et puis en fait, quand tu prends des bonnes habitudes, après, tu les changes pas tout de suite, quoi. Et pour toi, c'est quoi alors les gros avantages du coup de cette vie en van, cette vie de mobilité? Bah, la mobilité, c'est que je peux m'entraîner dans les plus beaux spots qui existent, déjà. Tu vois, je suis un peu le soleil. Là, en ce moment, je suis dans les Pyrénées-Orientales. Il fait 17 degrés au soleil. Là, je suis en plein soleil. Bah, le soleil se couche, mais en tout cas, il a fait beau toute la journée. Je m'entraîne dans des conditions hyper cool. Tu vois, je m'entraîne à faire du dénivelé. Donc, bah, je suis venu dans les Pyrénées pour rouler en montagne. Ça te permet en fait de suivre un peu les climats cool et puis aussi de t'entraîner en fonction de ce que tu recherches. Et ça, c'est cool. Ouais, effectivement, c'est vrai que c'est vrai, tu pas eu juste, ouais, cet aspect de te déplacer, mais c'est vrai que tu peux vraiment adapter, par rapport au projet que tu as. Ouais. Et du coup, c'est l'occasion de parler du projet que tu viens nous présenter, aujourd'hui sur le podcast. Est-ce que tu pourrais nous présenter déjà dans un premier temps ce projet, s'il te plaît? Ouais, carrément. Alors, ça s'appelle Atlas Project. Donc, Atlas Project, ça va être la traversée intégrale du Maroc, départ de Tanger jusqu'à la frontière mauritanienne. Et pour ce parcours, donc j'ai fait un tracé un peu technique puisque donc on est sur 3000 km, il y a plus de 20 000 mètres de dénivelé finalement, ça évolue un peu encore, mais on est plus vers les 25 au final. OK. Ah oui, quand Et même. donc je passe par les 4 chaînes montagneuses, donc le Rif et les 3 Atlas, et on traverse le Sahara aussi. OK. Donc tu vas avoir des parties, sable? Ouais, carrément. OK. Partie sable, beaucoup de pistes très éclatées. Parce que j'ai regardé, je vais pas te mentir, j'organise entre guillemets, on pourrait croire que j'organise beaucoup, mais pas du tout. Là, j'ai finalisé le tracé et je l'ai visualisé pour la première fois avec Google Earth il y a à peu près 5 jours, tu vois. Et je pars dans une semaine. J'avais Tu pas mode regardé l'état des routes et j'ai regardé ça juste pour voir quel genre de pneus j'allais monter sur le vélo. Tiens, bah, ça, c'est un point aussi pour pouvoir revenir, un petit peu, Ouais, grave. plus tard dans le podcast, mais on va parler comme de la trace avant que j'oublie, parce que ça, c'est un Ouais. point que j'aime bien. C'est toi, comment, tu as défini du coup cette trace? Tu avais un point A, un point B, tu as tiré au plus court? Il y avait vraiment des points par lesquels tu voulais, Ouais, alors passer? non, j'ai fait le point A, le point B. J'ai cherché le point le plus haut du Maroc, donc Tanger forcément, et le point le plus bas à la frontière mauritanienne. Et ensuite, je voulais à tout prix éviter les grosses civilisations, parce que moi la ville, c'est pas trop mon truc. J'aime bien être vraiment dans les coins isolés. Et le but aussi d'Atlas Project, c'est d'aller à la rencontre des populations les plus isolées du Maroc, voilà, pour les mettre en image. Donc que ce soit voilà, hommes, femmes, enfants, moi j'aime aller voir en fait, c'est ce qu'on appelle de l'exploration humaine en tout cas. Ce qu'on fait, c'est d'aller à la rencontre des gens qui sont vraiment isolés et aller voir leur mode de vie, échanger avec eux, essayer d'avoir des interactions un maximum, quoi. Et donc pour faire ça, j'ai mis mon point A, mon point B, et ensuite j'ai tracé en passant par les montagnes parce que je voulais que ça soit technique. Et voilà, en cherchant des pistes les plus reculées possibles. Et là, dans ton tracé, tu penses ou même tu es peut-être sûr, est-ce qu'il y aura du portage?
Bah écoute, je suis en train de voir là, ouais, normalement tout sera OK. Après, je pense qu'il va y en avoir un peu quand même. Ouais, savoir si Après, t'avais pris vraiment que des pistes ou s'il y a des endroits où tu vraiment une sorte d'incertitude où finalement tu savais pas tant, ce que tu allais retrouver? ouais, si, si, il y en a parce que, enfin, c'est au-delà de ça, c'est qu'il y a des pistes qui sont vraiment, vraiment, tellement rocailleuses qu'en fait, je pense qu'on pourra pas rouler dedans. Ah Ça OK. sera juste des amas de cailloux et là, on n'aura pas le choix de descendre du vélo, mais après, on verra. Si, il y a un endroit par contre qui risque d'être un peu intense quand j'ai fait le tracé, où là j'ai eu une grosse alerte qui m'a dit là, le dénivelé il est trop important pour être en vélo et il faudra forcément marcher. Bon, après on verra. On verra si on, franchement, on verra sur le tas. Et alors pourquoi tu as choisi, le Maroc pour cette aventure? Franchement, le plus grand des hasards, j'avais envie de. En fait, je connais déjà les atlas pour les avoir faites, mais en road trip. C'est quelque chose. Je m'étais dit que j'y retournerais un jour, et en fait, bah voilà, ça s'est fait là. J'avais envie d'y retourner, ça tombait bien. Je voulais, en fait, de base, je voulais repartir sur une traversée de continent entière. Mais voilà, la vie perso, j'ai beaucoup de choses à gérer en ce moment. En plus de tout ça, font qu'une partir sur une traversée, bah, pour tout te dire, j'avais pensé à faire la traversée de l'Afrique. Donc là, c'était sur entre 12 et 15 000 kilomètres, donc m'aurait pris beaucoup de temps. Et en ce moment, je pourrais pas forcément consacrer 3 ou 4 mois, tu vois, de traversée là, à l'instant T. Ce sera plus en fin d'année que je pourrais le faire, mais en début d'année, je pouvais pas. OK. Mais je voulais absolument partir et voilà, c'était l'occasion d'aller au Maroc. Et est-ce qu'il y a une raison plus symbolique ou personnelle sur cette traversée? Alors, de base, ouais, parce que, voilà, c'est toujours le dépassement de soi. Moi, c'est vraiment ça que je recherche. C'est, essayer d'aller toujours plus loin, d'aller dans des endroits toujours plus reculés, plus durs. Donc ça, c'est vraiment pour me prouver à moi, en tout cas, voir un peu mes limites. Donc ça, c'était vraiment mon projet de base, en plus de faire un nouveau documentaire comme j'ai pu faire sur la traversée de l'Europe, qui s'appelle Dayanisma. Là, le but, c'est d'aller filmer et de ramener des vraies images. Donc, mais après, au-delà de ça, non, c'est vraiment, c'est du pur dépassement de soi. Il y a pas OK. de... Mais c'est une bonne question que tu me dis parce que je sais pas si bah, si t'as dû voir ça, mais du coup, il y a une aventure dans l'aventure pour moi, c'est que là, je vais pas partir tout seul. Et là, du coup, ça me met un nouveau défi supplémentaire auquel j'étais pas du tout prêt, Vas-y, parce bah, que parle-nous-en. Bon, ouais, de tu base, peux y aller. bah, je pars tout seul. Alors se gérer soi, c'est une chose parce que dans les coups durs, je suis assez bon à ce jeu-là pour me gérer, pour me pousser à bout, on va dire. Mais du coup, cette fois-ci, je pars accompagné puisque ben, je pars avec ma compagne en fait, et ça s'est décidé il y a très peu de temps. Qu'elle me suive dans l'aventure, mais en fait, à force d'en parler, elle est aussi têtue que moi et aussi intense dans ses efforts que moi. Donc, c'est une sportive aussi, mais pas plus que ça en vélo. Et en fait, à force d'en parler, j'ai vu que ça bouillonnait et on s'est dit, bah, écoute, feu, on va faire une aventure dans l'aventure et on va essayer de partir à deux, quoi. Et donc, du Et coup, elle part avec moi. en tout cas, partir à 2, ça risque d'être une certitude, c'est plutôt, Ouais. finir à 2, mais bon, normalement, il y a pas de raison. Et au niveau du timing, est-ce que tu as un timing imposé, Non, ou un aucun, ou aucun timing? aucun timing. Après, voilà, bah, de base, vu que je partais seul, là, je m'étais mis un challenge de temps. Mmh. Je m'étais dit que j'allais faire ça en 2 semaines. Et finalement, donc là, j'étais plus dans une recherche de pur dépassement ultra. Mais le fait de partir à deux, en fait, j'ai envie que ça soit une aventure qu'on Mmh. vive pleinement et qu'on passe pas non plus, tu vois, 12, 15, 18 heures par jour la tête dans le guidon. Et donc là, on va plus partir sur une base de 100 kilomètres par jour et voilà, faire des vraies images, filmer le documentaire et profiter aussi, tu vois, de se dire on est en train de vivre une expérience extraordinaire, tu vois. Non, Ouais, et et puis on puis va c'est pas se ça qui mentir, si je lui demande de faire 250 kilomètres par jour, elle va me quitter. C'est sûr. la question, c'est juste au bout de combien de jours, quoi? C'est plutôt ça la vraie Ah, question c'est après. clair. Bon, de toute façon, on s'est dit, soit on rentre à deux, soit on rentre, il y en a qu'un seul qui rentre, mais on saura pourquoi. Ah, c'est l'épreuve, c'est le baptême du feu. Mm. Non, mais c'est vrai qu'en plus, bon, tu bien raison de pas mettre de timing, parce que finalement, c'est quelque chose le timing quand tu es tout seul, c'est quelque chose enfin, toi, tu te connais, tu peux te gérer, mais c'est vrai qu'à 2, c'est peut-être quelque chose, qui va être qui
t'amène un stress Ouais, pas bon, surtout que là, on n'est pas, enfin, là, t'es pas sur une compétition avec non, c'est un ça, ouais. dossard, donc c'est vrai que. Non, là, le but, c'est et puis, tu vois, ça serait dommage, par exemple, de se priver d'une rencontre, je vais te prendre un exemple typique, mais tu es en plein milieu des montagnes, là, tu rencontres une famille, moi, je vais pas me priver de dire: «Non, je suis désolé, il me reste encore 150 kilomètres à faire aujourd'hui». Non, on s'arrête et puis on reste avec eux, tu vois? S'il faut parler 4, 5 heures ou même dormir sur place, ben, on le fera, tu vois? Faut aussi vivre l'aventure. Faut pas juste la faire pour les images, Mmh. faut la faire pour soi d'abord, tu vois? Projet-là, au niveau de la préparation physique, Ouais, bon, alors c'est vrai que sur les projets, d'ultra-distance, je me rappelle quand j'ai eu, Steven Le Yarrick sur le podcast, il m'a gentiment expliqué que quand on fait du très long, en fait, on s'entraîne tout le temps pour, heu, pour en fait, bah, des aventures comme ça. Mais ouais, toi, est-ce que spécifiquement, tu as mis des choses en place? Tu nous expliquais du coup, tu étais parti, plutôt dans les Pyrénées pour faire du dénivelé. Est-ce qu'il y a d'autres ouais. choses que tu as mis en place? Ouais, alors moi, comme Steven, hein, comme il le dit, moi, j'ai pas arrêté de rouler de l'hiver. Je roule toutes les conditions. S'il pleut, j'y vais. S'il neige, j'y vais tout le temps, quoi qu'il arrive. Même à hauteur, quand il y a je suis parti rouler avec des gros -5, -7 degrés, j'y vais. Hein, il faut y aller. Je roule toute l'année. J'essaye de faire 3 sorties minimum par semaine. Là, pendant les fêtes, je vais pas te mentir, j'ai aussi profité de la vie. Mais puis j'ai fait des réserves un peu. Mais ouais, ouais, j'essaie de faire 3 sorties minimum par semaine. Et j'essaye de faire un peu de renforcement musculaire, mais ça, c'est plus ma compagne qui me pousse à le faire parce que j'avais pas ce déclic. Mais elle est carrément dans cet univers-là. Donc c'est elle qui me coach un peu là-dessus, enfin qui me pousse surtout en tout cas à le faire. Donc voilà, j'essaye sur les grosses semaines, je fais environ 5 entraînements par semaine, quoi. Et en volume, plutôt horaire, parce que bon, kilomètres, ça veut pas dire grand-chose, mais en volume horaire, ça Ouais, représente combien de temps? volume horaire, on va dire que c'est 15, 20 heures de vélo. Et ouais, sur des semaines, ça peut aller ouais, 20 heures. Après, ça dépend, tu vois, quand je fais un 400, je vais faire 20 heures dans la journée, quoi. Mmh. Mais ouais, en moyenne, on va dire que c'est 20 heures de vélo. Et puis après, le reste, Ouais, allez, je ça reste tourne. variable. Ouais, voilà, ça dépend, en fait, ça dépend aussi de beaucoup de choses. Ça dépend de l'humeur, du mood aussi, tu vois. Moi, c'est ça que j'aime dans l'ultra aussi, c'est que c'est un sport, mais c'est plus une passion qu'un sport. Tu vois, Mmh. je le vis vraiment comme une passion. Je me mets pas la pression du chrono ni rien. Je cherche pas à rouler vite, tu vois. OK. Ça arrive des fois de rouler vite parce que je vais me retrouver avec des potes ou avec la famille où on veut se mettre un peu la bourre, donc là on roule comme des brutes. Mais en temps normal, tu vois, je fais des sorties longues, mais je profite aussi, je sais profiter. Bon, dans tes mots, en tout cas, je pense avoir la réponse, mais est-ce que tu as un préparateur physique ou quelqu'un qui te coach au niveau physique? Ouais, alors j'ai eu des préparateurs physiques, c'est arrivé. J'ai beaucoup de conseils. J'ai beaucoup de conseils parce que j'ai la chance déjà d'avoir, comme je te dis, une compagne qui est dans le milieu du sport et qui a beaucoup d'amis sportifs, donc elle est de très bons conseils. Avec la Team Canyon, forcément, je suis amené à côtoyer des gens qui font beaucoup de vélo aussi, donc on discute beaucoup là-dessus. Mais je t'avoue que je fais quand même aussi un peu à ma façon parce que ça te permet aussi de te jauger toi-même, tu vois. J'ai pas trop cette flemme que pas mal de gens pourraient avoir, tu vois, de se dire voilà, il fait pas beau, j'y vais pas et tout. En fait, j'ai pas besoin qu'on me dise va faire du vélo, j'y vais. Après, je pense que c'est peut-être une option que j'aimerais prendre à l'avenir, de faire des vrais entraînements, tu vois, avec un vrai coach Ouais. spécialisé dans l'ultra, quoi. Et là, quand tu dis ça, ce serait, pour atteindre quel, objectif? Ou en tout cas, dans quel but? Alors le but, c'est que je suis inscrit à des compètes. Ah! Ouais, je me suis inscrit à des compètes cette année là, j'ai déjà 2 compètes qui sont validées et si ça se passe bien, je pense que je vais enclencher beaucoup plus. Mais vu que je veux pas brûler les étapes et vu que c'est un domaine que je connais pas encore, Mmh. la compète en ultra, moi je suis plus aventurier que compétiteur, vraiment, tu vois. Mais bon, pour le défi, je me suis inscrit à des trucs là
et on va voir ce que ça donne. Si ça me plaît, j'y vais, hein. Et je sais pas si tu peux avoir les noms là, des courses ou au moins le Ouais, type de format sur lequel non, tu t'es mis. carrément. Alors la première, elle est en avril, elle s'appelle la Desertus Ouais. Bicus. Et donc c'est une course de 1400 km, c'est la traversée de l'Espagne, 1400 km en autonomie, avec un peu de dénivelé, pas mal de pistes. Donc ça, c'est la première que je vais faire. Et la deuxième, c'est une manche des championnats du monde de Biking Man. C'est Ok. Biking Man Auvergne-Rhône-Alpes. On verra pas. Voilà, donc c'est 1000 km. Donc la Desertus Bicus, t'as une barrière horaire, hein, c'est 1400 bornes en moins de 7 jours. Moi, j'ai dit que je le ferai en 5, mais après, je verrai. Franchement, si je fais des rencontres et tout, je m'en fous. Je le Ouais. ferai. Tant que j'arrive à la fin, avant le timing, je suis bien. Mais, et le Viking Man, ben, du coup, c'est 1000 km, 5 jours. Et voilà, classique. Tu t'es déjà testé quand même sur les compétitions, peut-être pas vélo ou même dans d'autres sports? Ben, boxe, j'en ai fait un petit peu de la compète. Mais sinon, non. Après, compète pure, non, je suis pas trop compétition, tu vois. Je suis Ouais, plus rencontre. J'aime bien rencontrer des gens, tu vois, échanger avec eux plutôt que de me battre contre eux, tu vois. J'ai ouais, vraiment ce truc, je sais pas, même dans la vie en général, tu vois, que ce soit au-delà du sport, si ça peut être professionnel, par exemple. Tu vois, dans le milieu du tatouage, je vais te prendre un exemple bête pour imager le truc, mais c'est un milieu où c'est très difficile d'avoir un apprentissage, tu vois. Et moi, en fait, j'ai toujours pris des apprentis parce que je trouve ça génial de leur donner du savoir-faire et, et au contraire de leur donner une chance de réussir. Tu vois, c'est l'inverse de la compète, tu vois, c'est vraiment de l'entraide pure. Et pour moi, le sport, je le vois aussi comme ça, tu vois. ok, ouais, c'est cool. Bon, on va voir si quand tu mettras le dossard cette année, si l'état Ouais, si d'esprit c'est le même ou pas, ou sur la ligne c'est ça clair. switch et puis Peut-être que je vais arriver vénère là-bas, je vais dire non, et je veux puis gagner en fini, je fait. veux parler à personne, je veux juste. Ouais, c'est clair. Maxime Prieur, je te vois. Ouais. Non, mais Ah c'est bah sûr. si t'arrives à le suivre, faut Euh, tu le déposes après dans la dernière ligne droite. T'as les ouais, chances mais d'être bon, premier parce que souvent lui il est quand même il est souvent souvent devant devant. quoi. Ouais, ouais, Et puis ouais. là Ouais. ça me fait penser que j'avais eu sur la Desertus Bicus, j'avais eu Jules Musard qui était venu sur le Ok. podcast pour parler aussi de cette course-là. Ouais, elle est cool, hein. Franchement, elle va être trop belle. Et C'est vrai surtout que que c'est un c'est bon une. concept. Ce qui est génial cette année, c'est qu'en fait, c'est la course qui accueille le plus de femmes Mmh, dans toutes les courses. Et là, c'est vrai. c'est énorme, hein. Le pourcentage est énorme. C'est Alors, vrai que je vais j'ai pas pas te dire. suivi, il m'avait donné un pourcentage au tout début des inscriptions qui était déjà au-dessus de la moyenne des courses et Ouais. Et là, j'imagine c'est qu'ils ont dû faire le énorme. taf pour, Je crois qu'on est quasiment à 50% de femmes. ah oui, oui Ce donc qui c'est est sur course d'ultra, exceptionnel, c'est tu vois. ouais. Je sais pas C'est les génial. chiffres habituels, mais c'est vrai que ça se trouve peut-être comme 15%, sur les autres courses, c'est peut-être par là le Ouais, ouais, franchement, grosso modo, c'est. j'imagine. Et dans le sport en général, c'est vrai que les femmes, malheureusement, sont quand même vachement moins mises Mmh. en avant que les hommes. Et là, je trouve ça génial, en fait, ce qui est en train de se passer là-dessus, quoi. Mais c'est vrai que sur l'ultra, oui, c'est vrai que ça pousse un peu plus parce que c'est vrai que Ouais. bah, j'ai eu la chance de recevoir aussi, un duo, féminin sur la Race Cross France et c'est vrai que Ok. voilà, ils ont bien Ah, expliqué yes, yes, que je l'ai écouté, ouais. il y a quand même pas mal, voilà, enfin, sur plus la distance longue, plus au plus l'écart homme-femme quand même s'atténue et Mm. puis comme tu as dit, c'est quand même beaucoup aussi de mental, donc il y a quand même Ouais. possibilité voilà, de rivaliser C'est ça, et et puis ce qui est puis, bien, enfin, l'ultra, moi, pourquoi j'aime ça aussi, c'est la mentalité qui s'y mmh, passe. En fait, ça reste un sport, quoi qu'il arrive, mais tu vois, ça me paraît fou de voir un peu le bonheur qu'il y a, que tu sois premier ou dernier, en fait, sur une course d'ultra. Limite, le dernier sera plus, beaucoup mieux accueilli que le premier, tu vois, parce que tout le monde l'attend, c'est la fête. Tout le monde est fier du dernier qui a la lanterne rouge, tu vois, qui passe la ligne, alors que dans l'inverse, tu vois, tu vas faire une course à pied, même une course de vélo. Le ouais, premier, tout le monde est content, mais le dernier, tout le monde s'en fout, c'est tu vois. il y a déjà plus personne. Mais ouais, c'est Mais après, en terrible. plus, c'est vrai que l'ultra, là où ça reste encore avec cet état d'esprit, c'est que tu as quand même, au départ, tu vois, tu as un nombre de participants qui est limité. Bon, après, c'est Ouais, peut-être la pratique pour moi qui attire pas autant de monde que ça. Mais toi, quand tu prends un UTMB, bon, tu prends 10 000 personnes, tu dois limiter, tu les envoies. C'est ouais, sûr que bon, tu peux plus avoir, c'est impossible avec 10 000 personnes d'avoir le même état d'esprit que sur les courses c'est clair. d'ultra-cyclisme parce que. Mais méfie-toi, parce que l'ultra cyclisme, il y a beaucoup de demandes, et c'est pas facile d'avoir un dossard, hein. Ah, ok. Parce que moi, Ouais, tu vois. je pensais que c'était un peu plus, justement, il y avait moins de gens qui Ah non, poussaient un non, peu. tu vois, pour la Desertus, par exemple, alors que je te dise pas de bêtises,
Donc il y a combien d'années de dossards? Je crois qu'il y a 300 dossards cette année, mais il y avait plus de 2500 demandes, Ah oui, ok, d'accord. tu Alors vois. je retire ce Et que j'ai dit. Biking Man, c'est pareil. Biking Man, en fait, moi je suis sur la newsletter, donc forcément, dès qu'il y a une ouverture de dossard, je reçois le mail tout de suite. Mais si t'es pas vif, tu Ah, passes ton tour, hein. ah ouais, d'accord, je pensais pas que c'était l'ultracyclisme était confronté au même problème que bah, l'ultra trail, parce que l'ultra trail maintenant, Ouais, non, après, c'est des proportions différentes, hein. Ouais, l'ultra trail, par contre, c'est disproportionné par rapport à nous, hein, c'est clair. parce qu'ici dans Mais la quand même, région, les moindres courses, même des petites courses, tu vois, ça commence à être compliqué. Il faut se mettre sur des. Tu vois, je sais ah pas, ouais, ouais, peut-être c'est la ouais, folie. 70% des courses, elles sont prises. Bon, après, c'est bien, c'est C'est toujours les plus populaires qui partent le plus vite, mais c'est très compliqué, quoi, d'avoir Ouais, non, des mais c'est dossards. clair. Ouais, c'est la folie, ouais. Pour revenir un petit peu sur les aventures que tu as eues, tu as eu quand même des moments pas simples, et tu as eu des moments de doute. Comment tu fais, toi, pour repartir? Est-ce que il y a une certaine remise en question qui se met, ou ça vient plutôt de ta préparation? Bon, tu nous expliquais que ton mental, il était quand même il était costaud. Qu'est-ce qui, selon toi, en fait, te permet de pas quitter, de pas justement partir en abandon? En fait, franchement, c'est hyper bizarre, mais tu vois, mais déjà, tu te parles énormément quand tu fais de l'ultra ou des aventures comme ça. Moi, je parle, mais au bout de 3 jours, je parle à haute voix sur le vélo. Je me parle à moi-même, normal, comme ça, comme on parle à deux, là. Mais je sais pas, en fait, à partir d'un moment où c'est dur, là où tu commences à avoir les douleurs physiques, etc., je sais pas, j'ai un déclic, moi, ça me fait rigoler. Tu vois, j'en rigole, c'est hors de question, tu vois, je peux pas lâcher l'affaire, c'est mort. Et pour le moment, ça a toujours tenu, tu vois. J'ai le cas d'hier, l'entraînement d'hier que j'ai fait, tu vois, je suis parti dans un truc très très bête. Je suis parti faire l'ascension du col d'Arès, qui est un col un peu mythique ici, là. Et en fait, je suis reparti de l'autre côté, côté espagnol, et en fait, au bout de 15 kilomètres de descente, je me dis, mais mec, en fait, là, faut que tu remontes une deuxième fois le col d'Arès aujourd'hui. Et là, la remontée, elle était terrible. Et 1000 fois, tu as envie de te dire, vas-y, faut que je fasse une pause. Mais même, tu vois, faire une pause dans la montée, j'arrive pas. Je peux pas me dire, vas-y, là, je vais m'arrêter, souffler 5 minutes, je repars. Non. Là, c'est une bagarre contre moi-même. Et je me dis, mais je vais jamais poser le pied, c'est hors de question. Je monte en haut, c'est comme ça. Donc, après, c'est des petits moyens bêtes, mais tu vois, je regarde le dénivelé, tu vois, qui reste à monter. Puis je me dis, tiens, dans 100 mètres, eh ben, je regarderai un autre écran, tu vois, de mon GPS pour voir ce qui s'y passe, tu vois. Je chante, je fais plein, je m'occupe l'esprit, je pense à plein de choses, à mon fils, tu vois, je regarde le paysage et au final, t'avances, tu vois, c'est ouf. Ouais. Le OK. corps est bien fait, hein, attention, hein, l'humain Ouais. et surtout l'esprit, parce que le corps c'est une chose, mais l'esprit c'est très très puissant. Bah, c'est surtout, voilà, toi, dans une discipline, en tout cas, où l'aventure, l'ultra-aventure en général, c'est vrai que, bah, le physique, il t'emmène à une certaine, distance de ton projet, mais après, c'est vrai que c'est l'esprit, enfin, l'esprit, le mental qui te permet de le terminer. Ça, Ouais, ouais, ouais. Ah bah c'est clair, c'est un tu vois, tu petit peu parlais d'ultra le trail, point. tu regardes des mecs comme Mathieu Blanchard, comme les gros, là, les Jornet et compagnie, les mecs, je pense pas que c'est pas leur physique hein, qui les emmène. Ils ont un physique en béton, mais le physique suffit pas à faire ce qu'ils font, tu vois. Mmh. Tu switches dans ta tête, tu te mets dans ta bulle et t'y vas. C'est trop tard. T'es engagé sur un truc. Moi, je pense que c'est ça, tu vois, la détermination, elle vient de là. Après, tout le monde a, en fait, on a tous ce même truc en tête. Il faut juste réussir à le débloquer. C'est le, c'est ce moment-là, quand tu auras la clé de ce truc-là, tu vois, c'est là où tout se débloque et tu te rends compte que tu es capable de faire des choses énormes. Et toi, en l'occurrence, toi, c'était l'histoire des 100 kilomètres, j'imagine? Qui t'a vraiment, permis de passer déjà un premier Ouais, cap? bah ouais, parce qu'en fait, c'était tellement. C'est anodin de marcher 100 km, en vrai, n'importe qui peut le faire, mais dans la situation où j'étais, où je me disais que c'était catastrophique, je passais mes journées dans un canapé avec une canne, tu te dis, ouah, c'est ça la vie, non. Et de faire 100 kilomètres et de se dire, j'ai réussi à faire ça, feu. En fait, si je peux faire Ouais. ça dans cet état, je m'arrête pas, quoi. En fait, c'est vrai que c'est même pas, tu sais, je dis, c'est le fait d'aller randonner 100 kilomètres. En fait, c'est plutôt même le fait d'avoir le déclic de te dire: «Je pars», quoi. Ouais, C'est c'était vraiment ce surtout cette moment-là qui te fait impulsion-là. que tout s'est Ouais, ouais, enchaîné, derrière. Ça, ouais, ouais, mentalement, c'est là où tu as complètement. switché, finalement. Ouais, c'est exactement ce moment-là où je me suis dit, voilà, faut prendre les choses en main et on va y aller pour de vrai, quoi.
Cool. Bah écoute, là, on va parler de moments peut-être un peu plus complexes pour certains. Ah, Je sais pas si ça va être ton cas, mais on va parler logistique et ouais, organisation de ce voyage, de cette yes, aventure. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as planifié logistique de ce projet? Toi, par exemple, comment tu as défini bon, bah, la trace, ça, on nous a un petit peu parlé, mais tout ce qui va être bagagerie, ce que tu emmènes, ouais, bah, le vélo, tu vas peut-être nous parler un peu de technique, de matériel que tu prends. carrément. Et ben du coup, alors d'un point de vue vélo, je pars donc avec un gravel, toujours de Canyon à nouveau, qui est plus orienté pour ce type d'aventure. Vraiment un vélo d'aventure cette fois-ci, un pur gravel d'aventure, le Grizzle, je sais pas si tu veux la ref. Ok, ouais. J'ai... Et donc c'est un Canyon Grizzle. Au niveau bagagerie, du coup, je pars beaucoup plus léger que la traversée de l'Europe. Je vais pas me faire avoir une deuxième fois. Donc ouais, bagagerie, je pars beaucoup plus léger. J'ai revu un peu mon setup. Après, tu sais, j'ai ma liste des indispensables, ma checklist des choses qu'il faut surtout pas que j'oublie. Mais plus ça va, plus je voyage léger. Le principal, en fait, c'est de savoir, un peu comme le dépassement de soi, c'est de savoir faire une croix sur ton confort. Une fois que tu as fait la croix là-dessus, tu te rends compte que tu pars avec très peu d'affaires, tu vois. Euh, J'emmène pas d'habits avec moi, tu vois. Je pars sans rien en fait. Je vais juste Ok. emmener une tenue histoire d'eux, mais après c'est de la pure gestion, tu vois. Tu te mets dans un mode où ton confort, en fait, ça va être de pouvoir dormir un petit peu et réussir à manger, en fait, c'est tout. Le reste, il n'y a plus rien qui compte. Donc ouais, ma liste, elle est très succincte. J'ai pas beaucoup d'affaires, j'ai juste de quoi me faire réchauffer à manger. J'ai bah, ma tenue que j'aurai sur moi pour rouler, c'est tout. Et de quoi réparer mon vélo. Point. Il y a pas de. Et tu vas rouler uniquement 2 jours? Ouais, je pense que bah logiquement, on va rouler que de jour. Si je l'avais fait seul, j'étais parti pour rouler plus jour plus nuit. Mais là seul, je pense qu'on va rouler que 2 jours. Surtout que les conditions climatiques, elles vont être normalement bonnes. Après, je dis toujours normalement parce que j'ai jamais de chance. J'ai toujours du vent, j'ai toujours un temps pourri, donc on verra. Mais sauf si vraiment on se rend compte qu'il y a des journées trop chaudes, et là, je pense qu'on roulera plus la nuit. Mais, euh, mais non, non, on va rouler de jour, tranquille. Et quels sont les plus gros défis logistiques, auxquels, tu t'attends sur cette, traversée? Et ben, le plus gros déjà, ça va être d'aller jusqu'à Tanger avec les affaires. Donc ça, c'est le premier qui est un peu complexe à gérer, qui est toujours pas fini de. Enfin, on est en cours là de réservation de billets de trucs parce qu'on part pas en avion finalement. On a envie OK. de vraiment partir hyper light au niveau des affaires. Donc on va partir avec nos vélos équipés déjà et monter. On part pas comme d'hab avec le vélo dans un sac. On part full équipé, on part en bateau là-bas. Et donc ça, c'est toute une logistique, mais ça va, c'est assez gérable. Et la deuxième partie qui va être un peu complexe, c'est le retour de la frontière mauritanienne jusqu'à la civilisation. Donc là, il faut trouver un pick-up qui nous récupère et qui nous ramène. Mais ça, bah, tu vois, je l'ai pas du tout géré parce que je vais le gérer sur place. Je suis sûr et certain que moi, j'aime beaucoup discuter avec tout le monde et je sais que je trouverai la solution là-bas. Donc il y a ça. Et puis après, bah, le ravitaillement pur, hein, trouver de quoi boire et de quoi manger. Ça va être la partie un peu complexe dans le Sahara parce que t'as pas beaucoup d'endroits de ravitaillement entre, on va dire, entre nos étapes de 100 km approximatives. Donc ça va plus être cette gestion-là. Donc on part avec beaucoup d'eau sur nous, on part avec 4 litres chacun, OK. quand même, tu vois. Donc c'est un peu ça qui est le plus complexe à gérer, mais sinon la logistique en soi, tu sais, je vais te dire, je prévois pas grand-chose parce que j'aime bien être un peu, c'est une aventure de toute façon, quoi qu'il arrive. Et si tu prévois trop, tu risques d'être déçu ou de perdre tes moyens. Tu vois, si par exemple, tu as trop prévu tes points d'eau ou tes points de ravitaillement et que tu arrives, par exemple, que le truc est fermé ou que ça n'existe plus, là, tu peux paniquer, tu vois, tu peux pas tout miser là-dessus. Donc, je préfère anticiper. Dès que je trouve un spot, je sais que je fais le plein. On s'équipe pour 2 3 jours, on repart. Et après, au fur et à mesure, bah, tu vois, toujours essayer d'avoir au moins 2 3 jours de vivre. Et c'est parti, quoi. OK. Et question un peu plus technique qui était posée par, Célian sur Instagram, c'était au niveau de la largeur de pneus que tu vas choisir pour, ton Ouais. aventure? Alors là-dessus, je suis parti sur que je te dise pas de bêtises, sur du 40 mm. OK.
parce que du coup, je pense que je vais être assez confort. Ce qui est bien avec le Grizzle, c'est que tu peux monter jusqu'à 50, mais j'en voyais pas forcément l'utilité. Surtout que vu que c'est pas une race, là je suis pas en mode compète, voilà, j'ai pris des choses bien crantées. Je suis des Hutchinson Touareg, tu vois, le pneu qui va très bien pour cette aventure. C'est du 40 mm, bien cranté. Et logiquement, ça devrait passer partout si c'est pas trop gonflé. Je vais partir là-dessus, ouais. Et on va faire un petit point sur les partenaires qui t'accompagnent dans cette aventure. Est-ce que tu peux me dire comment ils te soutiennent Ouais. sur, ce projet? Et ben du coup Canyon moi, me soutient au niveau forcément technique hein, sur le vélo parce que je suis ambassadeur chez eux maintenant là, depuis l'année dernière et pour cette année encore. Donc Canyon me supporte pour la partie cycle. Ensuite j'ai Ortlieb, les sacoches Ortlieb, marque allemande de renom, qui me supporte aussi pour toute la partie matérielle. Autre partenaire, il y aura Mavic sur le projet, Mavic qui va m'équiper pour toute la partie accessoires et jantes spécifiques pour ce genre de trip. Et ensuite, j'ai aussi un autre soutien de la marque de Buds. Buds, pas la marque de bière, la marque de bagagerie pour les sportifs, qui me soutient dans ce projet-là aussi. Ouais. Ouais, pas confondre, quoi. Ouais, non, non, les gens confondent souvent, mais non, non, du coup, c'est bien Bud Sport, la marque. Et j'ai aussi du coup la marque Redshift, c'est une marque de Pennsylvanie qui m'a apporté des équipements nécessaires à l'ultra et encore plus pour ce projet, qui m'équipe au niveau de toute la partie cockpit du vélo, c'est-à-dire prolongateurs spécifiques qui me vont très très bien ceux-là, et une potence à suspension. Alors ça, c'est un truc qui existait il y a longtemps sur les VTT à l'époque et qui a été abandonné comme projet. Et en fait, ils ont remis ça au goût du jour et c'est ultra bien parce qu'en fait, tu as un amortisseur d'environ 15-20 mm qui Mmh. t'évite les impacts. Et en fait, sur ce genre de projet, c'est ultime, quoi. Ouais. Ouais, pour les gravels, c'est vrai que là, ils sont en train de Ouais, des fois, on arrive difficilement à voir la limite entre le gravel et le VTT parce qu'ils sortent des petites ouais, suspensions, que ce soit au niveau de la potence, au niveau vraiment même des fourches, ouais, pour gagner un peu en confort sur des terrains un peu plus délicats. ouais, c'est clair. Et qu'est-ce que ça représente pour toi de pouvoir compter sur des marques, tu vois, comme, Canyon pour réaliser, ce type de défi? C'est vraiment énorme pour moi parce qu'en fait, de base, je viens de nulle part, tu vois, comme tout le monde. Et c'est vrai que tu te dis, mais comment je vais réussir à monter des trucs comme ça? Comment je vais faire pour m'équiper? Et quand tu as des marques qui sont ouvertes, autant ouvertes d'esprit que Canyon, tu vois, à me suivre dans mes aventures et à faire de moi leur ambassadeur, tu vois, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Tu te sens en fait soutenu, épaulé, parce que Canyon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils fournissent pas juste un vélo, en fait, ils fournissent toute l'assistance technique. Ils sont derrière moi, quoi qu'il arrive. Ils me font participer à des events, ils me font, voilà, à des représentations. C'est pas juste de la dotation de matériel, en fait, c'est vraiment une famille et ils sont vraiment en appui toute l'année derrière moi, tu vois. Je pense qu'on a fait à peu près tout le tour du projet. Il y avait un truc qu'on n'a pas mentionné, je crois, c'est la date de départ du projet. Alors, le projet, la date officielle, les premiers coups de pédale, en tout cas, ils seront mis le 5 février au matin. Départ de Tanger, direction les montagnes directes. Et le premier jour va être salé, puisque je crois que sur le premier jour, il y a 2000 mètres de dénivelé d'entrée. Donc, Ça ça va va vous être donner génial. le ton du Ouais, ouais, ouais. voyage. Départ 5 janvier, et puis la fin, pas de deadline. Au final, on verra. On Et où verra est-ce en qu'on peut fonction suivre de. du coup cette aventure? Sur Insta, ça va être du récap quotidien. Je pense que je vais quand même essayer de sortir, tu sais, genre un réel par jour, enfin, un réel Ouais. par jour, voire tous les 2 jours, histoire d'avoir vraiment ce truc de partager avec la communauté, parce que je reçois quand même beaucoup, beaucoup de messages et on est quand même nombreux, on est de plus en plus nombreux, en tout cas sur Insta. Et, euh, et les gens veulent absolument que je les emmène en voyage. Donc je vais vraiment essayer de faire des récaps de façon quotidienne. Et à côté de ça, YouTube. YouTube, j'essaie de développer YouTube cette année là. Je commence à mettre des trucs, c'est pas mal, c'est cool. Il y a un peu de monde qui arrive. Et donc, il y aura forcément un documentaire qui va sortir, plus des revues techniques, etc. Des trucs que j'aime bien faire, quoi. OK. Et ben écoute, par contre, je vais pas te, quitter comme ça. Il y a une petite question à chaque, fin de première partie. Je dis que c'est une question, en fait, c'est pas réellement une question. C'est je laisse le mot de la fin, à l'invité
pour qu'il puisse Ok. parler du sujet que tu choisis, et tu as la durée que tu veux devant toi pour parler d'un sujet. Ça peut être très bien sur cette aventure, sur le sport ou sur un tout autre sujet qui Mhm. a aucun lien avec ce qu'on a énoncé durant l'épisode. Si tu as Ouais. besoin de quelques minutes de réflexion, tu peux, c'est tout à toi en tout cas. Non, je pense que ce qui est important de retenir, en tout cas dans la vie en général, s'il y a plusieurs choses à retenir, c'est déjà de faire ce qu'on veut dans la vie, parce qu'on n'a qu'une vie. C'est hyper intense, la vie, tu sais, elle peut se terminer du jour au lendemain. Alors des fois, c'est un peu triste de dire ça, mais il faut le prendre au contraire d'un point de vue hyper optimiste, de se dire si tu as un truc en tête, tu le fais, te pose pas de questions. Le jugement des autres, en fait, c'est rien, c'est des fioritures. Il faut surtout pas s'attarder là-dessus. Moi, j'ai toujours vécu comme ça. J'ai toujours fait tout sur des coups de tête, mais par contre, quand j'ai un truc en tête, je le fais, tu vois, et je vais jusqu'au bout de mes projets. Et c'est surtout ça le truc le plus important dans la vie, que ce soit dans le sport, dans une passion, même les trucs les plus farfelus, tu vois. Si tu es artiste, que tu as envie de faire des trucs complètement dingues, fais-le. Ne regarde pas les autres, fais tes trucs à toi, écoute pas les gens parce que tout le monde te découragera dans la vie. 99% des gens ont peur de faire ce qu'ils veulent, tu vois. Moi, quand je dis que je fais de l'ultra, que je vis dans un van, les gens trouvent ça totalement dingue. En fait, les gens me disent que j'ai de la chance, c'est pas une chance, tu vois. C'est juste un moment dans sa vie se dire, je vais faire ce que j'ai décidé. Et plein de gens te diront oui, mais. En fait, si tout le monde se met des barrières, moi aussi j'avais des barrières, tu vois. J'ai un enfant, j'ai des choses à gérer dans ma vie, mais c'est pas pour ça que je ne fais rien. Et si tu as un projet, tu fonces. Si c'est dans le sport, c'est encore mieux parce que moi je trouve que le sport, en tout cas, c'est le meilleur moyen de se connaître, de se découvrir, et il faut foncer dans la vie. Il faut faire. Et une fois que tu as fait, tu pourras dire, OK, là, tu pourras discuter avec les gens qui te disent que c'est pas possible. Tu leur diras, regarde ce que j'ai fait maintenant. Bah écoute, merci Thomas en tout cas pour ce mot de la fin. Et puis Merci à on toi se retrouve de surtout, toute façon pour le débrief carrément. après ta traversée. Bon, il n'y a pas de date précise, on prendra le Ouais. temps. Mais Il y ce aura plein sera de choses à dire, à mon avis. ouais, ce sera un bon moment, je pense. Il y aura pas mal d'anecdotes et puis même tu pourras nous faire voyager comme ça. Ouais, carrément, je te raconterai tout en détail. Ça marche. Bah merci en tout cas et puis à bientôt. Ciao Thomas. Merci à toi, ciao. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager avec tes proches et à donner ton avis en laissant une note sur ta plateforme d'écoute. Cela contribuera à augmenter la visibilité du podcast et à avoir des invités toujours plus incroyables. Et pour ne rien manquer des prochains épisodes, je t'invite à t'abonner au podcast. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure.